Quand une boulangerie tranquille se transforme en scène de crime, la tasse de thé de Miss Marple tremble. Bienvenue sur Nuit Criminelle, vos commentaires alimentent cette chaîne. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous rejoignez. Nous avons hâte de vous lire. L'histoire commence maintenant. La chaleur de ce vendredi matin s'était installée tôt à St. Mary Mead, pesant sur la petite rue principale jusqu'à ce que même les géraniums à la fenêtre de Madame Price Ridley semblent faiblir d'épuisement. Mademoiselle Marple, ombrelle dans une main et panier à provisions dans l'autre, marchait à son rythme habituel, sans se presser, saluant d'un signe de tête ceux qu'elle croisait. L'air sentait la rose et l'huile de vélo, un mélange subtil de douceur et d'industrie. De la boulangerie devant elle s'échappait le parfum riche des pâtisseries fraîchement sorties du four. Raisins secs, noix de muscade, un soupçon de cannelle et quelque chose de plus prononcé qui piquait son esprit ordonné comme une épingle à travers de la mousseline. La boulangerie Paretta se trouvait à ce coin de rue depuis 20 ans. Des briques rouges soignées, des poignées en laiton toujours brillantes, des vitrines polies à l'excès. À l'intérieur, des plateaux de petits pains, de scones et des célèbres gâteaux Eccles brillaient sous la vitrine, chacun avec son dôme sucré intact. La boutique était la fierté de Maud Paretta, qui la gérait avec une rigueur digne d'un régiment. Son mari, Edwin, cuisinait à l'arrière. Plus calme, plus doux, c'était un homme qui considérait la pâte comme une conversation et la pâtisserie comme de la poésie. Ensemble, ils gagnaient leur vie, et pour autant que l'on sache, ils étaient heureux. Miss Marple entra et s'arrêta pour retirer ses gants. Une clochette tinta au-dessus de la porte, trop fort, pensa-t-elle, pour un espace aussi petit. Maud se tenait derrière le comptoir, élégante et efficace dans sa blouse blanche, amidonnée, ses cheveux blonds soigneusement relevés sous un filet. Elle souriait du sourire figé de ceux qui considèrent la politesse comme un devoir. « Bonjour, Miss Marple. Vous avez choisi une journée chaude pour faire vos courses. » En effet, Madame Paretta, mais il faut aller chercher le courrier, et on peut difficilement ignorer une boutique qui sent si bon. Les yeux de la vieille femme parcoururent les plateaux avec une curiosité habituelle. Tous les gâteaux étaient identiques, tous les petits pains avaient la même teinte dorée, sauf que plusieurs gâteaux Eccles brillaient comme s'ils avaient été vernis. Ils captaient la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre et la reflétait avec trop d'éclat, comme le bois poli reflète la lumière d'un feu. La voix d'Edwin retentit depuis la boulangerie. « 2 gâteaux Eccles pour le conseiller, Maud. Il est en avance aujourd'hui. » Maud les sélectionna rapidement dans la rangée du haut et les déposa sur une assiette recouverte de napperons en papier. Ses gestes étaient précis, presque cérémonieux. Mademoiselle Marple, qui croyait que l'observation était la seule forme réelle de charité, remarqua les petits détails. La légère trace brune sur le banc d'emballage où une bouteille avait peut-être été posée récemment. Le bol à œufs sec à côté, les poils de la brosse à pâtisserie raide et jaune après avoir été utilisés la veille, et cette légère odeur âcre, mi-polish, mi-médicament, qui persistait même à travers les raisins de Corinthe et le sucre. Le conseiller Vane, un homme corpulent vêtu d'un tweed trop épais pour l'été, occupait la table en alcôve du salon de thé adjacent. Sa voix tonitruante portait tandis qu'il faisait la leçon à la pauvre Madame Armitage sur l'élargissement des routes et les budgets paroissiaux. Il commandait la même chose tous les vendredis, 2 gâteaux Eccles et une théière de thé fort. La routine, pensait Mademoiselle Marple, était réconfortante, mais parfois aussi un piège. Quand son tour vint, elle demanda « 2 gâteaux Eccles pour moi, je pense, et peut-être une part de gâteau aux graines. Madame Bantry jure que le vôtre est le meilleur du comté. » Maud sourit à nouveau. « Nous faisons de notre mieux. » Edwin apparut, s'essuyant les mains sur une serviette. « Bonjour, mademoiselle Marple. Il fait chaud aujourd'hui.
En effet, monsieur Paretta, on pourrait presque cuire dehors et économiser du charbon. Il rit, et mademoiselle Marple laissa son regard s'attarder sur les grilles de refroidissement derrière lui. Des rangées de pâtisseries identiques, chacune piquée 2 fois, en symétrie parfaite. Pourtant, sur le plateau le plus proche de la fenêtre, 1 ou 2 présentaient 3 perforations, de petites irrégularités qui, pour tout autre œil que le sien, n'auraient rien signifié. Pendant qu'Edwin emballait sa commande, elle se pencha un peu plus près du comptoir vitré. « Vos gâteaux sont magnifiques ce matin, si réguliers. Cela doit être difficile de garder un éclat uniforme. » Le ton de Maud trahissait une fierté modeste. « C'est une question de timing, mademoiselle Marple. Un léger coup de pinceau au bon moment. »« Ah oui, » dit doucement mademoiselle Marple, « au bon moment. Tant de choses en dépendent. » Dehors, le soleil brillait sur les pavés. Mademoiselle Marple paya, prit son paquet soigneusement emballé dans du papier blanc et ressortit dans la lumière éblouissante. À travers la vitrine, elle vit Maud rester immobile un instant, la regardant s'éloigner avant de se diriger vers le salon de thé, l'assiette du conseiller à la main. Le geste était fluide, sans précipitation. Trop fluide, pensa mademoiselle Marple, pour une femme qui travaillait sous la chaleur estivale. Elle s'arrêta près de la porte de la poste et ouvrit son ombrelle. L'air transportait à nouveau cette légère odeur médicinale qui s'échappait de la porte ouverte de la boulangerie. Une voiture passa, soulevant un nuage de poussière. L'odeur disparut comme si elle avait été aspirée. Mademoiselle Marple resta immobile un long moment, les yeux plissés, plongée dans ses pensées. Pour les passants, elle n'était qu'une vieille dame qui se reposait après avoir fait ses courses. Seuls ceux qui la connaissaient bien, peu nombreux en vérité, auraient remarqué le léger resserrement du coin de sa bouche qui trahissait sa curiosité éveillée. Elle se souvenait d'autres matins, d'autres magasins, d'autres petites dissonances qui avaient précédé des tragédies. Une fausse note dans un accord par ailleurs parfait. Une tache sur une surface polie. Le monde, disait-elle souvent, annonçait doucement ces mots à ceux qui voulaient bien l'écouter. Madame Bantry apparut à ses côtés, des paquets à la main. « Jane, vous voilà, j'allais justement au presbytère. On y va ensemble. »« Avec plaisir, » répondit mademoiselle Marple en ajustant ses gants. Elles s'engagèrent dans la rue. La clochette de la boulangerie Paretta tintant faiblement derrière elle. « Vous savez, » dit mademoiselle Marple, « parfois, je pense qu'on apprend plus des gâteaux que des sermons. » Madame Bantry rit. « Ma chère, si les gâteaux sont votre texte, vous convertirez la moitié du village. » Mademoiselle Marple sourit, mais son regard était distant. Peut-être. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette boutique, quelque chose d'un peu trop raffiné. Raffiné. Tout à fait. Elle jeta un coup d'œil en arrière. À travers la vitrine brillante, elle pouvait voir Maud Paretta se pencher pour redresser une étalage, ses mouvements précis, son visage impénétrable. Trop raffiné, ma chère Dolly. C'est parfois une autre façon de dire dissimulé. Les 2 femmes tournèrent au coin de la rue et disparurent. Mais à l'intérieur de la boulangerie, l'air était lourd et immobile, parfumé de raisins de Corinthe et d'une légère odeur chimique. La lueur sur les gâteaux capta à nouveau la lumière, brillante, parfaite et artificielle. Le soleil était plus haut lorsque mademoiselle Marple et madame Bantry arrivèrent au tournant près du monument aux morts. L'air scintillait légèrement et un bourdon bourdonnait quelque part près de la boucherie. Mademoiselle Marple s'arrêta pour resserrer le ruban de soie de son ombrelle. Le petit paquet de papier blanc dans son panier dégageait une agréable odeur de groseille. Tout, pensait-elle, avait l'air paisible d'un village qui n'attendait rien de plus excitant que la bicyclette du facteur. Puis un bruit vint troubler le calme. Un cri aigu et surpris, suivi du fracas d'une tasse à thé et d'un brouhaha de voix.
Il provenait de la boulangerie Paretta. Mademoiselle Marple se retourna aussitôt. Madame Bantry haleta. « Mon Dieu, Jane, il s'est passé quelque chose. » Et ensemble, elles redescendirent précipitamment la pente. Un groupe de personnes s'était déjà rassemblé devant la boutique. Madame Price Ridley, 2 garçons de course, le vieux Major Hargraves avec sa canne. À travers la vitrine, elle pouvait voir du mouvement. Le battement d'un rideau, le visage pâle de Maud Paretta, à moitié visible derrière le comptoir. Mademoiselle Marple se glissa habilement à l'intérieur avant que quiconque ne puisse l'arrêter. L'air à l'intérieur était épais et sucré, chargé de l'odeur des pâtisseries chaudes et du thé renversé. La jeune vendeuse, Barle Tansey, se tenait dans le passage menant au salon de thé, les mains pressées contre sa bouche. « Il est juste tombé, madame. Je n'ai pas... » Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur son bras. « Calmez-vous. Qui est tombé ?»« Le conseiller Vane, madame. Il était en train de manger, juste une bouchée, et puis... » La jeune fille fit un geste désemparé, en direction de l'alcôve. Mademoiselle Marple traversa le sol ciré. Le salon de thé était petit, décoré de gravures, représentant les côtes du Devon et embaumant légèrement le savon au citron. À la table du fond, sous la fenêtre, le conseiller Vane était affalé sur sa chaise. Sa tête reposait maladroitement contre la lambris. Les doigts d'une main agrippaient encore le bord de sa serviette. Sur la table gisait la moitié d'un gâteau éclesse, la croûte brisée, les raisins secs brillant sombrement. Maud Paretta s'agenouilla à côté de lui, son sang-froid ébranlé, mais pas détruit. Il parlait il y a un instant, mademoiselle Marple, puis il a émis un son, comme un soupir, et s'est immobilisé. Edwin est parti chercher le docteur Haydock. Sa voix était vive, malgré ses tremblements. Mademoiselle Marple se pencha vers lui, remarquant la couleur de sa peau, cendrée, et ses lèvres foncées. Une légère odeur de cire flottait parmi les sucres. A-t-il dit quelque chose? S'est-il plaint de douleur? Seulement que le gâteau semblait étrangement fort. Je lui ai dit qu'il était frais ce matin. On entendit le bruit des bottes dans le couloir alors qu'Edwin Paretta revenait avec le docteur Haydock, le médecin impatient mais compétent du village. Il s'agenouilla, prit son pouls, écouta, puis se redressa lentement. « Il est mort », dit-il en secouant la tête. Une insuffisance cardiaque massive, probablement causée par la chaleur. Le pauvre n'avait aucune chance. Madame Bantry, qui observait la scène depuis l'embrasure de la porte, poussa un petit cri. C'est si soudain, il avait l'air en parfaite santé il y a 1 heure. Le docteur Haydock retira ses lunettes et les essuya. C'est parfois comme ça. Une alimentation trop riche, un temps lourd, un cœur fragile. Boum, et c'est fini. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur l'assiette. Trop riche, oui. Mais on peut se demander si cette richesse provenait uniquement du beurre et du sucre. Le médecin lui jeta un coup d'œil. « Vous soupçonnez quelque chose ?»« Je soupçonne rarement, docteur. Je me contente d'observer. Par exemple, ce gâteau sur l'assiette est plutôt plus brillant que celui à côté. » Il se pencha, plissant les yeux. « Je ne vois pas vraiment de différence. Regardez la croûte, là, près du bord. Ce n'est pas un éclat d'œuf, mais quelque chose de plus gras. » Le docteur Haydock poussa un grognement évasif. « Il a peut-être été trop badigeonné. Je vais quand même le garder pour l'examiner. » Il prit une serviette, y plia soigneusement les restes et les tendit à Edwin. « Mettez ça de côté jusqu'à ce que je puisse l'examiner correctement. » Le boulanger obéit, perplexe, ses grandes mains tremblantes. « Il allait bien, docteur. Il mange ici chaque semaine. » Maud la servit elle-même. Maud se leva, époussetant sa jupe. « Vous ne voulez pas dire, ce n'était qu'un gâteau. Tout le monde en mange. » La voix de mademoiselle Marple était douce.
Pas tout le monde, ma chère. Et les habitudes, vous savez, peuvent être aussi dangereuses que réconfortantes. » Dehors, le murmure de la foule qui s'était rassemblée s'intensifia. La voix caractéristique de l'inspecteur Slack se joignit bientôt à lui, vive, autoritaire, légèrement irritée. Il entra, son carnet déjà ouvert. « Bon, alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Une mort subite, c'est ça? Dr Haydock, cause naturelle? » « Très probablement, » répondit le médecin. « Coup de chaleur ou crise cardiaque ?» Slack se tourna vers mademoiselle Marple en soupirant intérieurement. « Et vous, je suppose, aurez remarqué quelque chose qui nous a échappé à tous. » « J'ai seulement remarqué que le conseiller n'en a mangé qu'une bouchée, » dit-elle doucement, « et que personne d'autre dans la pièce n'est malade. » Il griffonna quelque chose. « Ce qui signifie ?»« Cela signifie, dit-elle, que ce n'est peut-être pas le temps qui lui a déplu, mais quelque chose de plus spécifique. » Slack fronça les sourcils, mais accepta le paquet que lui tendait Haydock. « Très bien, nous allons faire vérifier cela. Mais entre nous, mademoiselle Marple, je pense que vous courez après des chimères. »« Je le fais souvent, » répondit-elle, « mais les chimères, inspecteur, sont très instructives sur ce qui se trouve sur leur chemin. » Alors que le corps était soulevé et transporté à travers la boutique, la clochette au-dessus de la porte tinta de manière absurde. Maud Paretta resta immobile, les mains crispées sur son tablier. Pendant un instant, mademoiselle Marple posa son regard sur son visage. Son expression calme, la légère tension autour de sa bouche, ses yeux qui n'osaient croiser ceux de personne. C'était le regard, pensa-t-elle, d'une femme qui retenait son souffle. Lorsque le magasin fut enfin vide, le médecin et l'inspecteur partis, mademoiselle Marple s'attarda. Elle examina la nappe abandonnée, la trace en demi-lune laissée par l'assiette, les grains de sucre scintillant tombés près du bord, la tasse de thé encore à moitié pleine. La fine pellicule brunâtre sur son bord reflétait la lumière. Elle se pencha et renifla. Raisin de Corinthe, sucre et quelque chose d'étrange, quelque chose d'âcre. La voix de Maud retentit derrière elle. « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, mademoiselle Marple. Le conseiller Vane était un homme si bien. »« Oui, » dit mademoiselle Marple en se redressant. « Un homme aux habitudes régulières. Je devrais fermer pour l'après-midi. »« Excellente idée, » acquiesça mademoiselle Marple. « Il n'y a rien de plus épuisant que la sympathie. » Elle sourit faiblement. « Ou les explications. » De retour à l'extérieur, la chaleur la frappa comme une gifle. Madame Bantry attendait sous l'auvent. « Alors ?» murmura-t-elle. « Il est bien mort, » dit calmement mademoiselle Marple. « Et si je ne me trompe pas, Madame Bantry, il a été assassiné, avec une précision admirable. » Madame Bantry eut le souffle coupé. « Jane, un meurtre à St. Mary Mead. Ma chère, les meurtres se produisent aussi facilement là où il y a des gâteaux que là où il y a des couronnes. Il ne faut jamais sous-estimer la vie domestique. » Les deux femmes continuèrent leur chemin, le petit paquet de papier continuant à bruisser dans le panier de mademoiselle Marple. Une odeur de raisin sec s'en dégageait, innocente et douce. Mais pour elle, cette odeur était déjà le début d'un problème cuit, badigeonné et servi avec une courtoisie irréprochable. Le lendemain matin, la rue principale de St. Mary Mead avait retrouvé son agitation habituelle, même si celle-ci était teintée d'une note plus aiguë, mi-curieuse, mi-inquiète. Les stores de la boulangerie Paretta étaient à moitié baissés, et l'enseigne indiquait « fermé pour nettoyage ». Miss Marple, qui passait devant avec son panier de courses, remarqua le reflet pâle de son ombrelle dans la vitrine et pensa à la rapidité avec laquelle la tranquillité pouvait reprendre ses droits après un décès. De retour chez elle, dans son salon bien rangé, elle posa son paquet en papier blanc sur une table d'appoint. Les 2 gâteaux éclairs qu'il contenait semblaient encore tout à fait innocents. Mais lorsqu'elle les déballait,
Une odeur se dégagea, mélange de sucre, d'épices et de cette légère note âcre de cire qui la taraudait depuis la veille. Elle huma délicatement, approchant un gâteau de la lumière de la lampe. Il brillait de la même manière artificielle que ceux du plateau de Maud Paretta, une peau brillante qu'aucun badigeonnage à l'œuf n'aurait pu produire. Elle s'assit, croisa les mains et réfléchit. D'après son expérience, les mauvaises actions commencèrent souvent par la fierté de l'apparence. Une conscience tranquille s'accompagnait souvent d'une boutique bien rangée. Et pourtant, se rappela-t-elle, le simple fait d'être ordonnée n'était pas un crime. La question était de savoir ce qui avait été appliqué sur ces petits dômes parfaits. Elle se leva, glissa le gâteau dans une enveloppe propre et alla chercher son chapeau. Il y avait un homme à St. Mary Mead sur lequel on pouvait compter pour identifier une odeur. Monsieur Pratt, le chimiste. Elle allait le consulter immédiatement. La clochette en laiton au-dessus de la pharmacie Pratt tinta poliment lorsqu'elle entra. La boutique sentait le savon, le camphre et la légère nostalgie de l'eau de lavande. Les bouteilles étaient alignées avec discipline derrière le comptoir. Les poudres et les pilules brillaient dans des bocaux en verre étiquetés avec des noms qui, pour la plupart des villageois, ne signifiaient rien d'autre que confiance. Monsieur Pratt lui-même sortit de la pharmacie, les manches retroussées, les lunettes brillantes. « Bonjour, mademoiselle Marple. Tout va bien, j'espère. Vous avez l'air en pleine forme malgré la chaleur. »« Merci, monsieur Pratt. Je me demandais si vous pouviez satisfaire ma petite curiosité. »« La curiosité, dit-il joyeusement, c'est la moitié de mon métier. Qu'avez-vous là ?» Elle ouvrit son sac à main et en sortit l'enveloppe. « Un produit de boulangerie, figurez-vous. Il dégage une odeur que je n'arrive pas à identifier. » Il se pencha, renifla, fronça les sourcils. « Ce n'est pas une odeur de cuisine, je peux vous le dire tout de suite. Ce n'est pas de la graine de lin, ni de la térébenthine. Oh oui, c'est bien ça, sans aucun doute, de la teinture ménagère. On l'utilise pour faire briller le laiton et les meubles. Elle est toxique, en grande quantité. Si quelqu'un en ingérait... » Il s'interrompit et la regarda d'un air sévère. « Vous ne voulez pas me dire que quelqu'un... » Miss Marple inclina la tête. Disons que la mort du conseiller semble étrangement liée à la pâtisserie. Pratt se redressa et ajusta ses lunettes. « Bon sang, vous ne voulez pas dire que madame Paretta... » Non, elle n'était là que jeudi matin. Elle a acheté elle-même une petite bouteille de teinture. Elle a dit que c'était pour nettoyer les boîtes à pain. Vraiment? Oui, une vente tout à fait normale. Elle a payé en espèces et est repartie immédiatement. Je m'en souviens parce qu'elle a demandé une bouteille en verre brun. Plus esthétique, disait-elle, sur une étagère. Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire pensif. Le sens esthétique, vous voyez. Il trahit toujours les personnes soigneuses. Elle le remercia chaleureusement, sortit un shilling pour acheter une bouteille de sel dont elle n'avait pas besoin et retourna dans la rue. L'air extérieur était chargé d'une légère bruine qui adoucissait la luminosité de la journée. Elle marchait lentement, observant les visages aux fenêtres. Le voisin du boulanger qui se penchait pour chuchoter avec madame Price Ridley, la postière qui faisait semblant de balayer le seuil de sa porte 2 fois en 10 minutes. Le village bruissait déjà de sa propre version des événements. Certains parlèrent d'une crise cardiaque, d'autres d'un coup de chaleur, et une voix assurée affirmait que le conseiller avait avalé une mouche. Au coin de la rue, elle rencontra l'inspecteur Slack, le chapeau repoussé en arrière et l'air résigné. « Bonjour, mademoiselle Marple. Je suppose que vous avez encore trouvé quelque chose d'extraordinaire. »« Rien d'extraordinaire, inspecteur, juste quelque chose d'ennuyeusement ordinaire. » Il grogna. « Le médecin est convaincu qu'il s'agit d'un problème cardiaque, mais nous envoyons ce gâteau pour analyse, juste pour faire taire les rumeurs. Et je vais devoir interroger à nouveau cette pauvre femme. »
À entendre les gens, on pourrait croire qu'elle a assassiné le roi. Mademoiselle Marple le regarda avec douceur. Je pense plutôt qu'il la sous-estime, et non l'inverse. Il fronça les sourcils. Vous et vos théories. Elles sont rarement les miennes, inspecteur. Je me contente de rassembler les schémas des autres. Dites-moi, Madame Paretta a-t-elle l'intention de vendre son commerce? Elle a simplement mentionné une modernisation, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai souvent remarqué, dit mademoiselle Marple, que les femmes ordonnées n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires, et le conseiller Vane était un homme qui se mêlait de tout. Quand deux personnes de ce genre se rencontrent, il y a généralement des dégâts. Slack soupira. Vous adorez compliquer les choses. Seulement autant que la vie, dit-elle doucement. Il souleva son chapeau et poursuivit son chemin. Mademoiselle Marple le regarda s'éloigner, la bruine mouchetant son manteau. Elle pensa au grand livre de M. Pratt, à l'entrée soignée qui rejoignait désormais un autre grand livre, celui de la paroisse des âmes. De retour chez elle, elle posa le gâteau emballé à côté de l'autre et écrivit quelques lignes soigneusement dans son petit carnet. Vendredi matin, M. Van mange un gâteau Aicle. Mort subite. Samedi, résidu détecté. Teinture. Jeudi, Madame Paretta achète ladite teinture. Observation. Il existe peut-être un lien direct entre l'orgueil et le poison. Elle souligna 2 fois le mot « orgueil ». Puis elle se dirigea vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir le haut de l'enseigne de la boulangerie à travers la pluie. Les volets restaient fermés. Pourtant, elle imaginait Maude Paretta à l'intérieur, polissant des plateaux qui n'avaient plus besoin de briller, rédigeant des explications avant même qu'on ne lui en demande. On frappa doucement à la porte. C'était à nouveau Madame Bantry, rayonnante de curiosité. « Ma chère, avez-vous entendu la dernière nouvelle? On dit que le pauvre conseiller Vane s'est étouffé avec un raisin de Corinthe. » « Ah, dit mademoiselle Marple, c'est sans doute la façon dont le village se console. S'étouffer implique un accident. Nous préférons toujours que nos tragédies soient accidentelles. » Madame Bantry renifla. « Vous pensez le contraire. » « Je pense, dit mademoiselle Marple, que la vérité, comme le vernis, se révèle davantage lorsqu'on frotte plus fort. Et j'ai l'intention de frotter un peu plus fort. » Son amie eut un frisson théâtral. « Jane, vous êtes vraiment effrayante. »« Pas du tout, dit mademoiselle Marple avec son sourire le plus doux. C'est la meurtrière qui a peur. Seulement, elle ne le sait pas encore. » Après le départ de madame Bantry, mademoiselle Marple retourna s'asseoir, la lumière de la lampe éclairant son écriture soignée. La pluie s'était calmée, et par la fenêtre ouverte, on entendait le faible écho des cloches de l'église. Elle referma son carnet d'un petit claquement. La question, pensait-elle, n'était pas de savoir qui avait tué le conseiller municipal. Elle le savait déjà au plus profond d'elle-même. Mais comment la propreté de cette boulangerie avait été utilisée comme camouflage? Et alors que l'odeur du vernis flottait encore dans la pièce, elle murmura pour elle-même. Oui, une question d'odeur. Toujours l'odeur, en fin de compte. Elle dit la vérité longtemps, après que les gens l'aient oubliée. Le lundi matin arriva étouffant et lourd, le genre d'air qui rendait les rideaux de la fenêtre de mademoiselle Marple raides et sans vie. Elle venait de terminer son modeste petit déjeuner lorsqu'une voiture s'arrêta dans un grondement devant le portail. Le coup frappé à la porte fut sec, officiel et légèrement réticent. L'inspecteur Slack se tenait là, chapeau à la main, l'air d'avoir passé la nuit à se débattre avec un problème qui refusait de se résoudre. « Bonjour, mademoiselle Marple. J'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Les résultats du laboratoire sont arrivés. Ils ont trouvé des traces de poison dans ce gâteau. La même teinture que votre ami chimiste avait mentionnée, suffisante pour tuer un homme sur le coup. » Mademoiselle Marple plia sa serviette avec une satisfaction tranquille. « Ah, alors notre conseiller municipal n'est pas mort d'excès, après tout. »
Il fronça les sourcils. Peut-être. Mais nous n'avons toujours aucune preuve que Madame Paretta ait manipulé le produit après l'avoir acheté. Et sans preuve, ce ne sont que des ragots. Alors, dit Mademoiselle Marple sereinement, nous ferions peut-être mieux de chercher d'où viennent ces ragots, parmi les petits détails que personne d'autre ne remarque. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans la boulangerie. Les stores avaient été relevés. Les rideaux blancs de Maud Paretta flottaient légèrement dans le courant d'air. Tout brillait comme si tout avait été nettoyé en signe de repentance. Edwin Paretta était au comptoir, les manches couvertes de farine. Il avait l'air fatigué, mais reconnaissant d'avoir de la compagnie. « Bonjour, monsieur Paretta » dit gentiment mademoiselle Marple. « J'imagine que cela doit être difficile pour vous. » Il acquiesça. Elle jure qu'elle n'a utilisé ce produit que sur les moules à pain. Elle n'arrête pas de dire que les gens sont cruels et déforment les faits. Les gens déforment rarement les faits sans suivre un certain schéma, dit-elle. Pourrions-nous voir où vous conservez les gâteaux après leur sortie du four? Il les conduisit dans la salle de cuisson, un monde de chaleur et de casseroles en cuivre, d'étagères remplies de pâtisseries en train de refroidir. L'odeur était divine, mais en dessous, il y avait cette même odeur métallique légère que mademoiselle Marple commençait à reconnaître comme une signature. Edwin désigna une longue table près de la fenêtre. « C'est ici que je les dispose. Je les pique toujours 2 fois avant de les cuire. 2 petits trous pour que la vapeur s'échappe correctement. Une habitude que j'ai depuis 20 ans. » Slack se pencha pour examiner la fournée fraîchement sortie du four. « Et vous ne les piquez plus après ?»« Jamais, monsieur. Cela abîmerait la croûte. »« Alors peut-être, dit mademoiselle Marple, pourriez-vous me faire une petite démonstration ?» Elle choisit un gâteau au centre du plateau de refroidissement. « Ils sont encore chauds. Puis-je vous emprunter votre fourchette ?» Il la lui tendit, perplexe. Elle piqua la pâtisserie 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois, légèrement décentrée. Lorsqu'elle retira la fourchette, la nouvelle marque semblait légèrement différente. Les bords étaient plus foncés, brillants sous l'effet de la pression. « Maintenant, » dit-elle en plaçant le gâteau à côté d'un autre, qui portait déjà 3 marques identiques. « Vous voyez, inspecteur, à quoi ressemblerait une altération ? Presque invisible, à moins de s'y attendre. » Slack se pencha, le front plissé. 3 trous au lieu de 2. « Je vais... Eh bien, c'est bien là. Et ces taches plus foncées, mouillées à un moment donné, puis séchées. » Edwin pâlit. « Quelqu'un a trafiqué ma pâtisserie. C'est un sacrilège, ça. » Le ton de mademoiselle Marple était aimable. « Pas quelqu'un, monsieur Paretta. Votre femme. Elle a repassé ces quelques gâteaux après votre départ. Elle pouvait le faire facilement. Personne ne se serait méfié d'une femme améliorant l'apparence des choses. » Une petite voix effrayée se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. « S'il vous plaît, monsieur, je l'ai vu. » C'était Barl Tansey, un tablier à la main, les yeux écarquillés. Elle hésita sous le regard de l'inspecteur. « Vendredi matin, juste avant l'arrivée du conseiller, elle m'a demandé d'aller chercher du papier brun dans le cellier, et quand je suis revenu, elle était près de la fenêtre, en train de badigeonner les gâteaux. Elle a dit qu'elle voulait qu'ils brillent. » Slack se redressa. « Les brosser, avec quoi ?»« Avec un pinceau à pâtisserie, monsieur, mais elle avait une petite bouteille brune à côté d'elle. J'ai pensé que c'était peut-être du sirop. » Edwin poussa un son étranglé. « Il n'y avait pas de sirop ce jour-là. Je l'avais fini jeudi. » Mademoiselle Marple acquiesça, les yeux fixés sur le banc d'emballage. La surface portait encore la marque légère d'une bouteille, un petit cercle brun sur le bois poli. À côté, sous le bord du comptoir, l'inspecteur remarqua une tache plus sombre, vestige d'un liquide renversé et essuyé à la hâte. « Là, » murmura mademoiselle Marple. « Chaque crime laisse son empreinte. Dans ce cas, une trace de résidu. Le vernis a été versé ici, appliqué ici, puis essuyé ici.
Même la perfection ne peut effacer la précipitation. Slack s'accroupit et toucha la tache avec un mouchoir en papier. C'est collant, ça sent cette teinture. On va l'envoyer au labo. Barl Tansey tordit ses doigts. Elle m'a dit de ne rien dire à propos de la bouteille. Monsieur, elle ne voulait pas que le conseiller pense que la boutique était en désordre. Miss Marple se tourna vers elle avec une gentillesse sincère. Vous avez bien fait, ma chère. La vérité est une recette difficile, mais elle finit toujours par être plus légère. Edwin s'assit lourdement sur un tabouret. Je n'arrive pas à y croire. Maud a travaillé à mes côtés pendant toutes ces années. Mademoiselle Marple soupira doucement. Comme beaucoup de meurtriers ont travaillé aux côtés de ceux qu'ils aimaient. C'est rarement de la haine, monsieur Paretta, mais plus souvent de la peur ou l'illusion du contrôle. Dans le cas de votre femme, peut-être les deux. Slack ferma son carnet. Vous suggérez qu'elle a empoisonné les gâteaux après les avoir cuits, qu'elle les a laissés sécher, puis qu'elle en a servi un au conseiller. Exactement. Et en les piquant une troisième fois, elle a permis à la teinture de bien imprégner la pâte. C'était une femme intelligente, inspecteur, mais l'intelligence ne compense pas toujours la curiosité. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un compte les piqûres. Un silence s'installa dans la boulangerie, seulement rompu par le sifflement d'un four en train de refroidir. Dehors, une charrette roulait sur les pavés, ses roues cliquetant comme des points de ponctuation. Finalement, Slack dit « Nous aurons besoin de cette brosse ». Barl désigna une étagère. « Là, monsieur, la vieille. Elle m'a dit de ne pas la jeter. » Il la prit délicatement dans un mouchoir. Les poils étaient raides, légèrement tachés de brun à la base. Voici notre preuve irréfutable, si vous me permettez l'expression. Mademoiselle Marple s'autorisa un léger sourire. Des ustensiles de cuisine, inspecteur, pas des armes à feu, mais ils produisent du tout de même de la chaleur. Slack ne put s'empêcher de rire. Vous avez une réponse à tout, n'est-ce pas? Pas tout à fait, dit-elle, mais j'ai appris que les moindres détails. La façon dont un gâteau est piqué ou dont un anneau de bouteille sèche en disent souvent plus long que n'importe quelle confession. Il regarda une dernière fois la cuisine impeccable. Vous pensez qu'elle avait tout planifié longtemps à l'avance? Ah oui. Achat le jeudi, préparation le vendredi, une vie entière d'habitude pour le dissimuler. Elle savait exactement quel gâteau le conseiller choisirait. Les personnes qui ont un appétit régulier sont les plus faciles à tuer. Ils retournèrent à la boutique. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, touchant les dômes de verre des pâtisseries intactes. À première vue, rien n'avait changé. La meilleure boulangerie de St. Mary Mead semblait aussi innocente que jamais. Mademoiselle Marple s'arrêta devant la vitrine, étudiant les rangées impeccables. « Vous savez, inspecteur, dit-elle doucement, je pense parfois que le mal aime la propreté. Il se cache plus facilement là où tout est en ordre. » Slack siffla doucement. « Je préfère affronter un tueur désordonné. »« Tout à fait, » acquiesça-t-elle. « Un tueur désordonné laisse des miettes. Un tueur ordonné laisse des énigmes, et celles-ci sont bien plus gênantes. » Le lendemain, le jour se leva lourd et étouffant, le genre de matinée où l'on avait l'impression que le village lui-même retenait son souffle. Mademoiselle Marple ouvrit ses rideaux et constata que l'air était déjà chargé de chaleur et d'une légère brume poussiéreuse qui annonçait un orage. Quelque part, les cloches de l'église sonnèrent 8 heures. Leur écho flottait comme une conscience à travers St. Mary Mead. En milieu de matinée, elle se retrouva à nouveau en compagnie de l'inspecteur Slack, debout dans la boulangerie silencieuse. Les fours étaient froids, leurs bouches de fer béantes, comme des témoins solennels. Une fine poussière blanche de farine recouvrait toutes les surfaces, donnant à l'endroit une pâleur fantomatique. L'inspecteur s'accroupit près du banc d'emballage, son manteau retiré, les manches retroussées, avec la patience méthodique d'un homme qui n'aimait pas admettre que quelqu'un d'autre avait été plus malin que lui.
Il tapota légèrement le comptoir. « Vous aviez raison, mademoiselle Marple. Le laboratoire a confirmé que cette tache et ces traces sont du même composé que la teinture. Ici, vous voyez cette légère trace à l'endroit où se trouvait le fond de la bouteille. Et le long du bord, une tache plus sombre. Quelqu'un a essayé de l'essuyer rapidement, avec un chiffon humide. Sans succès. » Mademoiselle Marple se pencha, sa main gantée reposant légèrement sur le comptoir. La précipitation a donc trahi la perfection. C'est tellement humain de sa part. Slack se redressa, époussetant son pantalon. J'ai aussi trouvé ça. Il sortit un paquet plié de sa poche et l'ouvrit avec un certain plaisir. À l'intérieur se trouvait un tablier soigneusement lavé, dont l'ourlet portait une seule trace brun terne. Je l'ai trouvé accroché derrière la porte de l'arrière-cuisine. Elle l'a lavé 2 fois, d'après son mari. Elle n'a pas réussi à enlever cette tache. Miss Marple se pencha dessus. L'odeur était indubitable. Oui, c'est la même. Une goutte a dû tomber pendant qu'elle était penchée sur le banc. Elle a essuyé, bien sûr, mais l'ourlet a frotté contre le bois. Slack acquiesça d'un air sombre. Cela la relie suffisamment à la scène du crime. Mais le mobile reste faible. Tuer un homme pour une question de fierté pâtissière semble tiré par les cheveux. L'orgueil voyage rarement seul, dit-elle. Il s'accompagne souvent de la peur, et l'ambition le suit poliment. Avez-vous pensé à l'argent? Il fronça les sourcils. J'ai examiné ses comptes. Il n'y a rien d'anormal. Peut-être pas en surface. Vous pourriez vous renseigner pour savoir si le conseiller Vane s'occupait de beaux paroissiaux ou de questions immobilières. Les gens comme Madame Paretta préfèrent que la propriété soit bien gérée et que leur mari se taise. Avant qu'il n'ait pu répondre, des pas résonnèrent dans le couloir et Edwin Paretta apparut, pâle mais calme. « Inspecteur, je pense que vous devriez voir ceci. » Il tendit un petit bouchon, légèrement brillant sur un bord. « Je l'ai trouvé ce matin derrière les bacs à farine. Il n'appartenait à aucune de nos bouteilles. » Slack le prit délicatement dans un mouchoir. Il semble avoir la taille idéale pour la bouteille de polish que Pratt lui a vendue. Les yeux de mademoiselle Marple s'illuminèrent. Un bouchon manquant, un anneau de bouteille, un tablier taché. C'est un véritable chapelet domestique de preuve. Chaque perle est parfaitement à sa place. La voix d'Edwin était basse. Je ne peux pas croire cela de Maud. Elle dirige cet endroit depuis avant notre mariage. Il n'y a jamais eu la moindre miette qui traînait. C'est précisément pour cela que c'était possible, dit mademoiselle Marple doucement. Une surface impeccable n'éveille aucun soupçon. Le mal prospère mieux lorsqu'il est en bonne compagnie. Slack rangea le bouchon. Nous l'enverrons au laboratoire pour voir si les résidus correspondent. En attendant, je vais vérifier auprès du conseil municipal cette affaire d'appel d'offres. Edwin eut l'air perplexe. L'appel d'offres, l'inspecteur expliqua rapidement. Van enquêtait sur certaines irrégularités dans les transferts de bail, y compris celui de votre boulangerie. Il semble que votre femme ait contacté une agence à Bristol. Elle avait peut-être l'intention de vendre l'établissement sans vous en parler. Pendant un instant, le visage d'Edwin resta vide, puis il pâlit lentement. Vendre? Sans. Il s'interrompit, fixant le banc comme s'il pouvait lui répondre. Elle avait parlé de déménager en ville. Elle disait qu'elle voulait un magasin plus grand, des fours modernes. Je pensais que c'était bordé des rêves. Les rêves, murmura mademoiselle Marple, peuvent devenir très concrets quand quelqu'un se met en travers du chemin. Slack ferma son carnet. Si Vine l'avait découvert et avait menacé de bloquer la vente, cela lui aurait donné une raison suffisante. Elle me semble être du genre à ne pas tolérer les interférences. Mademoiselle Marple inclina la tête. Une femme ordonnée n'aime pas les hommes désordonnés. Il eut un petit rire. Vous avez un dicton pour tout, n'est-ce pas? Ce ne sont que des observations, répondit-elle. La vie se répète si souvent que les proverbes deviennent des statistiques. L'inspecteur se dirigea vers la porte.
Je vais me rendre au bureau du conseil. Vous m'excuserez si je vous dis, mademoiselle Marple, que je préfère vous avoir à mes côtés plutôt que contre moi. C'est le plus beau compliment que vous m'ayez jamais fait, dit-elle. Il partit, laissant la boulangerie à nouveau silencieuse. Edwin Paretta resta immobile, fixant le tablier posé sur la table. Mademoiselle Marple le regarda avec compassion. « Vous ne devez pas être trop dur avec elle, monsieur Paretta. Une femme qui passe sa vie à rendre les choses harmonieuses trouve insupportable que le monde refuse de l'être. » Il secoua lentement la tête. « Je ne l'ai pas vu venir. »« Peu de maris le voient venir, » dit-elle gentiment. « Mais peu d'entre eux voient un danger dans un pinceau à pâtisserie. » Dehors, des nuages s'étaient accumulés, assombrissant la High Street. Mademoiselle Marple s'arrêta sur le seuil, prenant une profonde inspiration. L'odeur de la farine, du sucre et de quelque chose d'âcre imprégnait encore ses sens. Elle sortit un petit mouchoir de sa manche et essuya une tache de poussière brune sur son gant. Il était légèrement collant. « Même l'air s'en souvient, » murmura-t-elle. De l'autre côté de la rue, Madame Bantry lui fit signe de la main sous son parapluie. « Jane, est-ce vrai ce qu'on dit que l'inspecteur a trouvé du poison ?»« Tout à fait vrai, » répondit mademoiselle Marple en la rejoignant. « Mais ce qui importe, ce n'est pas le poison lui-même, mais la main qui l'a dosé. » Madame Bantry frissonna légèrement, fascinée et horrifiée. « J'ai toujours dit que cette femme était trop efficace. Ces gens-là me font peur. Ils ne s'embarrassent pas de futilité. Ils ne s'énervent pas. »« Tout à fait, » acquiesça mademoiselle Marple. « À dose modérée, ces qualités rendent un foyer agréable. À dose excessive, elles font un cadavre. » Elles marchèrent ensemble vers le presbytère, leurs jupes effleurant les haies humides. Derrière elles, l'enseigne de la boulangerie Paretta grinçait faiblement sur ses gonds, le vent commençant à se lever. À l'intérieur, les fours attendaient, froids, et sur le banc d'emballage, le fantôme d'un anneau brun captait la faible lumière comme un petit halo accusateur. Le mercredi, le village avait retrouvé son calme trompeur. L'enseigne de la boulangerie Paretta indiquait désormais « fermé pour nettoyage », en lettres soignées, mais l'odeur de la levure flottait encore faiblement à travers la fenêtre ouverte de la boulangerie, comme une question tacite. À St. Mary Mead, le silence ne signifiait jamais l'ignorance, mais la digestion. Tout le monde savait quelque chose et faisait semblant de ne rien savoir. Mademoiselle Marple était assise cet après-midi-là avec le docteur, Haydock, dans son cabinet, l'horloge faisant tic-tac entre eux. Il terminait une lettre, ses lunettes glissant sur son nez. « Vous aviez raison, comme d'habitude, » dit-il en signant d'un geste théâtral. « Les résultats sont là. Ce gâteau contenait suffisamment de teinture pour abattre un cheval. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Elle acquiesça d'un signe de tête. « Et le conseiller ?»« L'estomac plein, l'avenir vide, » dit-il sèchement. Il ne fait aucun doute que le produit a agi rapidement. Le cœur s'est arrêté net. La mort a été presque instantanée. Il hésita, feuilletant une autre page. Il y a cependant une chose curieuse. Mon assistant a trouvé des traces de graines de carvi dans les miettes que nous avons récupérées dans son assiette. Du carvi ? Son ton se fit plus vif, même si elle connaissait déjà la réponse. Mais les gâteaux Eccles ne contiennent jamais de carvi. Seulement des raisins secs et des écorces. C'est exactement ce que je pensais. Les gâteaux Banbury, oui. Les gâteaux Eccles, jamais. Les doigts de mademoiselle Marple s'arrêtèrent sur son tricot. Ce n'était donc pas un hasard dans la recette. Quelqu'un les a placés là pour dissimuler la surface brillante du poison. C'est tellement humain, de trop embellir la tromperie. Le docteur gloussa en allumant sa pipe. Vous donnez vraiment un côté domestique à la méchanceté, mademoiselle Marple. C'est généralement le cas, dit-elle doucement.
Les meurtres commencent rarement dans l'ombre. Ils commencent à côté du bac à farine. Il tira une bouffée pensivement. Vous savez, Slack se rallie à votre théorie. Il est au bureau du conseil municipal en ce moment, en train de vérifier cette rumeur concernant la vente de la boulangerie. Cela lui donnera son mobile. Elle sourit faiblement. Une femme ordonnée confrontée à des difficultés financières. Quoi de plus dangereux? Il la regarda par-dessus le tuyau de sa pipe. Vous prenez trop de plaisir à tout cela. Ce n'est pas du plaisir, docteur, mais de la satisfaction. Je n'aime pas le désordre, même le désordre moral. Dehors, la journée était devenue chaude et éblouissante. Mademoiselle Marple marcha lentement vers la High Street, son ombrelle inclinée, ses pensées s'organisant comme les ingrédients d'une recette. Le poison était confirmé, la méthode démontrée, le mobile se dessinait. Il ne restait plus qu'à prouver l'intention, qui se situait quelque part entre la propreté et la peur. Elle rencontra l'inspecteur Slack devant la poste, un carnet bombé dans la poche. « Ah, vous voilà, dit-il. Vous allez aimer ça. » Van était sur le point de révéler une petite irrégularité dans le bail de la boulangerie. Il semble que Madame Paretta avait négocié la vente de la propriété par l'intermédiaire d'un agent immobilier de Bristol, sans la signature de son mari. Vane avait l'intention de rendre cela public lors de la réunion du comité de la semaine prochaine. Les yeux de Mademoiselle Marple s'illuminèrent derrière ses lunettes. Alors notre puzzle s'assemble. Il a menacé sa sécurité, sa réputation et son illusion de contrôle, tout cela d'un seul coup. Elle a choisi l'arme la plus simple à sa portée. Slack acquiesça à contre-cœur. C'est tout de même très astucieux. Personne ne se méfierait d'une boulangère qui saupoudre ses propres gâteaux. C'est précisément là-dessus qu'elle comptait, dit Mademoiselle Marple. C'est ce que j'appelle le camouflage de la vertu. Seule sa fierté la trahit. Ses graines, sa touche artistique finale, la pendront aussi sûrement qu'une corde. L'inspecteur grimaça. Parfois, je me demande comment vous arrivez à dormir la nuit. Profondément, répondit-elle. Je m'accorde un verre de lait chaud et une conscience tranquille. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule adoucissait l'atmosphère, elle s'assit dans son jardin et relut ses notes. Les abeilles bourdonnaient somnolentes parmi les lavandes. Du presbytère venait le son faible d'un orgue. Chaque ligne de son carnet était claire et factuelle. Poison. Teinture, acheté jeudi. Application. Pinceau à pâtisserie, vendredi matin. Camouflage. Graines de carvi, plus piqûre supplémentaire à la fourchette. Motive. Divulgation du bail par le conseiller Van. Elle traça une ligne ferme en dessous et écrivit « Résultat ». Meurtre commis au nom de l'efficacité. Ce mot lui plaisait par sa précision. Elle avait déjà vu de tels crimes auparavant. Soignés, sans passion, calculés. Le genre de crime qui choquait le plus le village parce qu'il semblait si pratique. Sa rêverie fut interrompue par un timide coup à la porte. C'était la jeune Barl Tansey, l'assistante, le visage pâle et anxieux. « Ah, mademoiselle Marple, je ne savais pas où aller. Ils disent que je vais peut-être devoir témoigner. »« Entrez, ma chère, » dit mademoiselle Marple doucement. « Vous avez très bien fait de raconter à l'inspecteur ce que vous avez vu. » La jeune fille s'assit, tordant son mouchoir. « Elle est en colère contre moi, je le sais. Quand ils l'ont emmenée pour l'interroger, elle m'a regardé droit dans les yeux. Oh, ces yeux, comme si j'avais gâché sa pâtisserie. »« Peut-être l'avez-vous fait, » dit mademoiselle Marple gentiment. « La vérité détruit beaucoup d'illusions, mais vous verrez que le courage dure beaucoup plus longtemps que la peur. » Barl fondit alors en larmes, des sanglots rapides et silencieux qui semblaient la libérer du poids de la semaine écoulée. Lorsqu'elle partit, elle marchait d'un pas calme, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette nuit-là, le tonnerre gronda au loin dans les collines. Mademoiselle Marple l'écouta depuis sa fenêtre, l'air embaumant la pluie et le chèvrefeuille. Quelque part dans le village,
Un chien aboya une fois, puis se tut. Elle pensa à Maud Paretta, seule dans le logement de la police, confrontée à un monde qu'elle ne pouvait contrôler en le rangeant. La perfection, songea-t-elle, est une affaire solitaire. Le lendemain matin, l'inspecteur Slack revint, moins bourru cette fois. « Nous avons trouvé une correspondance entre ce bouchon et la bouteille que Pratt lui a vendue, » rapporta-t-il. « Et Haydock a trouvé des traces de la teinture dans les graines elles-mêmes. Elle a dû les rouler dans le produit avant de les presser. » Miss Marple ferma son carnet avec une calme détermination. « Alors, l'affaire est bouclée, inspecteur. Vous pouvez la découper comme bon vous semble. » Il la regarda, mi-admiratif, mi-mal à l'aise. « Vous parlez du meurtre comme d'autres parlent d'un pudding. » Elle sourit. « C'est une observation, inspecteur. Une recette suivie à la lettre mène à un résultat prévisible. Elle a mesuré chaque étape, moi aussi. » Il eut un petit rire. « Si jamais je deviens malhonnête, rappelez-moi de ne pas vous servir de thé. »« Je préfère le café, » dit-elle. Le thé masque trop facilement l'amertume. Une fois qu'il fut parti, Mademoiselle Marple resta encore un moment assise parmi ses fleurs, écoutant le monde retrouver ses bruits habituels. Le cliquetis du chariot de lait, le caquettement lointain des poules. Bientôt, sans doute, St. Mary Mead trouverait un autre sujet de conversation. Pour elle, cependant, l'affaire n'était pas terminée. Il restait à faire le bilan moral. Le mal avait été efficace, le bien devait désormais être complet. Elle reprit sa plume et écrivit une dernière note pour la journée. Des graines dans les miettes, l'orgueil rendu visible. Cette phrase lui plut. L'orgueil, songea-t-elle, laissait toujours des traces, l'équivalent spirituel du vernis sur une pâtisserie. Et tandis que le clocher de l'église sonnait l'heure, elle s'autorisa un sourire satisfait. Le lendemain matin, après le tonnerre de la nuit, le temps était clair et éblouissant. Chaque feuille humide de la High Street scintillait comme si le monde venait d'être lavé pour des raisons de décence. Mademoiselle Marple trouva cela approprié. Une tempête, réfléchit-elle, rafraîchissait souvent l'air juste avant que la vérité ne se révèle. La voiture de l'inspecteur Slack s'arrêta devant son portail avant qu'elle n'ait fini sa deuxième tasse de thé. Il avait l'air presque joyeux. Signe, elle le savait, qu'un petit triomphe avait été remporté. « Bonjour, mademoiselle Marple. J'ai pensé que vous aimeriez savoir que nous avons une nouvelle piste. Le registre de Pratt montre que madame Paretta a acheté cette bouteille de teinture jeudi. Tout à fait normal, mais il y a plus. Il dit que le bouchon manquait lorsqu'il a vérifié son stock cette semaine. » Elle haussa un sourcil. « Alors, notre chapelet domestique s'enrichit d'une perle supplémentaire. Puis-je vous accompagner, inspecteur? Les pharmaciens sont des hommes si ordonnés. Je trouve leur registre très révélateur. » Slack grogna ce qui pouvait passer pour un signe d'assentiment, et quelques minutes plus tard, ils étaient assis côte à côte dans la voiture qui cahotait sur la route étroite menant à la place. Le village était plongé dans ce silence gêné qui l'envahissait chaque fois qu'un scandale éclatait. Les rideaux bougeaient, les portes des magasins s'entr'ouvraient pour observer, puis se refermaient dès que la police était passée. À l'intérieur de la pharmacie Pratt, l'air était frais et précis, imprégné d'une odeur d'eucalyptus et d'une propreté teintée de bleu. Les bouteilles étaient alignées en rang parfait le long du mur. Cela ressemblait, pensa mademoiselle Marple, à un sermon moral en vers. Monsieur Pratt, dans sa blouse blanche, les accueillit avec un mélange de fierté et d'appréhension. « Ah, inspecteur, mademoiselle Marple, vous êtes revenu pour la teinture, je suppose. Je tiens des registres très précis, je vous l'assure. » Slack acquiesça. « C'est ce sur quoi je compte. Voyons voir l'entrée. » Le chimiste sortit un épais registre brun, dont les pages étaient remplies de dates, d'initiales et de colonnes de chiffres bien ordonnées. Il ouvrit la page du jeudi et pointa du doigt, avec son ongle soigneusement manucuré. Paretta, Maud,
Une bouteille de teinture ménagère, nettoyant pour cuivre. Un shilling, 4 pence. Paiement en espèces, signature dans le registre des reçus du magasin. Vous voyez ici, dit Pratt en tapotant la ligne. Elle a été très courtoise. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour nettoyer ses boîtes à pain. Je m'en souviens parce qu'elle a demandé une bouteille foncée, plus hygiénique en apparence, comme elle disait. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent. C'est typique. Le mâle préfère presque toujours un contenant respectable. Slack, indifférent à la philosophie, retourna le registre. Vous êtes certain que c'est la seule bouteille vendue ce jour-là? Absolument, répondit Pratt avec fermeté. Et j'ai vérifié mes étagères ce matin. Il y avait une bouteille vide, mais le bouchon avait disparu. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je comprends, dit mademoiselle Marple doucement. Un bouchon qui trahit des résidus est un témoin dangereux. L'inspecteur regarda autour de lui dans la boutique. Puis-je voir cette bouteille? Pratt alla la chercher dans un placard derrière le comptoir. Elle était à moitié remplie d'eau, le verre encore légèrement taché de brun au niveau du goulot. Slack la tint à côté du bouchon retrouvé dans la boulangerie. Il s'emboîtait avec la précision d'une culpabilité rencontrant une preuve. « Cela règle la question, » dit-il d'un ton sinistre. « Même bouteille, même bouchon. »« Tout à fait, » murmura mademoiselle Marple. « Et j'ajouterai, la même main qui croyait que la propreté pouvait remplacer la conscience. » Le pharmacien regarda tour à tour les deux femmes, à la fois scandalisées et fascinées. « Vous ne voulez pas dire que Madame Paretta a empoisonné ce conseiller? Elle était toujours si ordonnée. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire doux. « Oui, monsieur Pratt, la méchanceté est souvent ordonnée. Les âmes négligées n'ont pas la patience pour cela. » Quand ils ressortirent à la lumière du soleil, Slack remit son carnet dans sa poche avec l'air d'un homme qui vient de résoudre une énigme. « Nous l'avons coincé maintenant. Achat prouvé, bouchon correspondant, tâche dans la boulangerie. Je la ferai revenir cet après-midi pour l'interroger. » « Elle n'avouera pas, » dit mademoiselle Marple. « Ce genre de femme n'avoue jamais. Elle croit que l'intention justifie la méthode. Avouer ne serait que désordre. » Il la regarda avec curiosité. « Parfois, j'ai l'impression que vous lisez dans leurs pensées. Je ne fais que lire leurs habitudes, inspecteur. Elles sont bien plus honnêtes que leurs paroles. » Ils retournèrent à la boulangerie pour un dernier coup d'œil avant l'arrestation. St. Mary Mead scintillait d'une innocence trompeuse. Des enfants jouant aux billes, un chat endormi sur le perron du marchand de fruits et légumes, des commérages fleurissant comme des digitales à chaque porte. Mademoiselle Marple réfléchit au fait que la paix dans un village n'était jamais le silence, mais simplement une pause entre deux histoires. À l'intérieur de chez Paretta, l'air était désormais plus frais, propre et sans odeur. Edwin Paretta se tenait derrière le comptoir, les yeux creux mais courtois. « Vous avez des nouvelles, inspecteur ?» Slack acquiesça. « Beaucoup. J'ai bien peur que ce soit mauvais pour votre femme. » Edwin s'effondra dans un fauteuil. « Je m'y attendais. Maud est intelligente, elle l'a toujours été. Assez intelligente pour penser qu'elle pouvait contrôler le monde si elle le gardait impeccable. » La voix de mademoiselle Marple était douce. « Le contrôle, monsieur Paretta, peut être plus enivrant que l'amour. » Il esquissa un sourire fatigué. « On dirait le vicaire. »« Mais plus pragmatique, » répondit-elle. L'inspecteur se dirigea vers la boulangerie et prit des photos du comptoir et des étagères. Mademoiselle Marple flâna un moment parmi les étalages, les gâteaux innocents, sous leurs cloches de verre, l'éclat des boîtes métalliques, le reflet flou de son propre visage dans la vitrine. « Comme c'est banal, » pensa-t-elle, « que le lieu d'un meurtre ressemble autant à un petit déjeuner. » Slack revint, refermant son carnet. « Nous l'emmènerons après le déjeuner. Mieux vaut finir cela proprement. »« En effet, » dit mademoiselle Marple gravement, « une fin propre convient à son caractère. »
Cet après-midi-là, ils se rendirent une fois de plus à la pharmacie, cette fois avec Madame Paretta en garde à vue. Elle entra dans le magasin la tête haute, sans expression effrayée ni repentante, simplement offensée. « Donc, dit-elle froidement, voilà la preuve de ma méchanceté. Une bouteille et un bouchon. C'est la preuve de l'opportunité, dit Slack, et votre mobile est assez clair. Le conseiller Vane avait l'intention de révéler au grand jour la petite vente que vous organisiez à Bristol. Il s'est immiscé dans vos affaires, alors vous vous êtes immiscé dans sa digestion. » Ses lèvres se serrèrent. Il aurait tout ruiné. Nous aurions pu avoir une boulangerie moderne, avec des fours électriques, un café, un avenir. Au lieu de cela, il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. « Ce que vous avez résolu, » dit calmement Mademoiselle Marple, avec un chiffon à polir et une brosse. Pour la première fois, Maud Paretta perdit son sang-froid. Ses joues se colorèrent. « Vous ne comprenez pas, aucun d'entre vous. Une femme construit sa vie miette par miette, et un imbécile qui se mêle de tout pense pouvoir la balayer d'un revers de main. » L'inspecteur ne dit rien. Il se contenta de faire signe à son agent. Madame Paretta se redressa, le menton rigide, tandis qu'il l'emmenait. Son regard croisa celui de Mademoiselle Marple une seule fois, froid, fier et étrangement soulagé. Dehors, le soleil frappait les lettres en laiton de l'enseigne de la pharmacie, les faisant briller comme un jugement. Quand ils revinrent dans l'allée du presbytère, Slack expira bruyamment. « Le plus dur est passé. Elle sera jugée, et le reste n'est que paperasse. » Mademoiselle Marple secoua doucement la tête. « La paperasse peut clore une affaire, inspecteur, mais elle ne permet jamais de comprendre. Cela vient plus tard, lorsque vous vous asseyez avec une tasse de thé et que vous vous souvenez de l'odeur du vernis. » Il rit doucement. « Vous et vos odeurs, c'est peut-être pour cela que vous avez toujours raison. Vous flairez le péché comme un limier. »« Tout simplement comme une femme qui entretient ses meubles, » répondit-elle. « Nous remarquons quand l'odeur change. » Ils se séparèrent au coin de la rue, sa voiture vrombissant dans la poussière. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, sa parasole tapotant le sol à un rythme tranquille. Derrière elle, les premiers chuchotements avaient déjà repris. La machine villageoise de l'ajustement moral. Lorsqu'elle arriva à sa porte, elle entendit la cloche de l'église sonner l'heure. L'air était pur, presque innocent. Pourtant, comme elle s'y attendait, il flottait dans l'air cette légère odeur âcre de cire, parfum de l'orgueil qui tentait, en vain, de masquer la décadence. Le lendemain matin, Sainte Mary Mead avait soigneusement intégré le drame dans les conversations, comme les ménagères économes plient le journal de la veille pour allumer le feu du lendemain. La nouvelle de l'arrestation de Madame Paretta s'était répandue plus vite que les pains du boulanger. La femme du boucher jurait qu'elle s'était toujours méfiée des produits d'entretien étrangers. Madame Price Ridley se souvint soudain que Maud Paretta n'allait jamais à l'église. Même la femme du vicaire avoua à Mademoiselle Marple qu'elle avait un jour trouvé les fenêtres de cette femme trop propre pour être sincère. Mademoiselle Marple écouta tout cela depuis son siège chez l'épicier, acquiesçant, observant, ses aiguilles à tricoter accompagnant doucement le cœur des certitudes. Le monde, pensait-elle, range ses crimes, exactement comme Madame Paretta avait rangé sa boutique, rapidement, efficacement, et avec un léger sentiment de suffisance. Dehors, la High Street scintillait sous la chaleur. Quelques feuilles jaunes, trompées par l'orage, tombaient des tilleuls. Elle tourna au coin de la poste et faillit entrer en collision avec le jeune Barl Tansey. La jeune fille avait l'air épuisée, les yeux cernés, mais déterminée. « Mademoiselle Marple, je suis contente de vous voir. L'inspecteur Slack m'a dit que je pouvais passer si je pensais à autre chose. » Mademoiselle Marple sourit gentiment.
Alors, vous avez pensé à quelque chose ?» Barl acquiesça en tordant l'ourlet de son tablier. « C'est à propos du conseiller, Monsieur Vane. Je me suis souvenu d'un détail étrange après qu'ils aient emmené Madame Paretta. »« Racontez-moi. » »« C'était 2 jours avant sa mort. Je suis arrivé tôt pour balayer, et il était déjà là, en train de parler avec elle dans la boutique. Il était en colère, vraiment en colère. Il a dit quelque chose à propos de signatures qui ne correspondaient pas. Elle lui a dit de ne pas faire de scène, que les gens regardaient. Il est parti le visage rouge, et elle, elle a essuyé le comptoir 2 fois après son départ. Vivement. Les aiguilles de mademoiselle Marple s'arrêtèrent en plein mouvement. 2 fois, dites-vous ? Oui, madame. Comme si elle voulait effacer sa présence. C'est très révélateur, dit doucement mademoiselle Marple. Quelqu'un d'autre a-t-il vu cela ? Non, madame. Edwin était dans la boulangerie. Il n'a rien entendu. Alors, votre mémoire comble la dernière lacune. Merci, ma chère. La vérité, vous savez, est comme la pâte. Elle lève, qu'on le veuille ou non. Barl sourit faiblement à ces mots, et ses joues reprirent des couleurs. Je ne pouvais tout simplement pas me taire. Elle m'a traité avec gentillesse, mais il y avait quelque chose dans ses yeux ce vendredi matin. Pas exactement de la peur, comme quelqu'un qui a mesuré chaque grain et qui sait que le résultat sera mauvais. Mademoiselle Marple ferma son sac à tricot. Vous avez l'œil vif, gardez-le, et la vie vous réservera moins de surprises. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Slack arriva à la porte du presbytère, l'air inhabituellement pensif. Il trouva mademoiselle Marple en train de tailler ses roses, un chapeau de paille à large bord ombrageant son visage. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle sans lever les yeux. « Êtes-vous venu pour le thé ou pour une confirmation ?»« Les 2, peut-être, » admit-il. « La déclaration de votre jeune amie a été décisive. L'argument concernant les signatures correspond parfaitement au mobile. Elle l'a tué pour empêcher que la vérité soit révélée. L'affaire est claire. »« Les affaires claires, » observa mademoiselle Marple, « ne sont jamais tout à fait claires. Il y a toujours des miettes. » Il fronça les sourcils. « Des miettes ? Des restes d'humanité, inspecteur. Ces petits morceaux que nous préférons balayer. Madame Paretta, je pense, se croyait plus victime que coupable. » Slack arracha une feuille de sa manche. « Cela ne change rien à ce qu'elle a fait. »« Non, » dit mademoiselle Marple. « Mais cela explique pourquoi elle pensait pouvoir le faire et continuer à dormir. » Il la regarda de côté. « Vous semblez avoir pitié d'elle. Je suis désolé pour tous ceux qui confondent propreté et paix. » Ils se dirigèrent vers la table du jardin où le thé les attendait. Des abeilles voletaient paresseusement entre les tasses. Slack s'assit, mal à l'aise, mais reconnaissant. « Vous savez, cette fille fera un bon témoin. Une voix claire, un témoignage simple. Le jury la croira. »« Elle est courageuse, » acquiesça mademoiselle Marple. « Le courage est rarement ordonné non plus. » Il prit une gorgée et soupira. « J'ai réfléchi à votre observation. Le mal se cache dans la propreté. J'ai inspecté à nouveau la cuisine ce matin. Toutes les boîtes étaient impeccables, toutes les étagères dépoussiérées. Mais sous un plateau, nous avons trouvé une petite file de fourmis qui marchait droit vers le sucre. La nature ne reste pas longtemps ordonnée, n'est-ce pas ? » Elle sourit. « Pas plus que la conscience, inspecteur. » Au crépuscule, mademoiselle Marple se rendit seule au cimetière. Le chemin de pierre conservait encore la chaleur de la journée. Près du portail, elle s'arrêta pour regarder les lampadaires s'allumer le long de la rue principale. L'un d'eux clignotait devant la boulangerie fermée, sa cheminée en verre, capturant la dernière lumière comme une larme emprisonnée. Derrière elle, elle entendit des pas rapides. C'était à nouveau Barl Tansey, essoufflé, tenant une petite enveloppe brune. « Mademoiselle Marple, j'ai failli oublier. L'inspecteur a dit qu'ils avaient débarrassé la boulangerie des affaires de Madame Paretta. Ceci est tombé derrière une boîte en fer.
Il a dit que vous voudriez le voir. » Mademoiselle Marple le prit. À l'intérieur se trouvait un bout de papier plié, une coupure de journal soigneusement découpée, proposant du matériel de boulangerie moderne, vente immédiate, agence de Bristol. Dans la marge, on pouvait lire l'écriture fine de Maude par état. Enfin libre. Mademoiselle Marple soupira. La liberté peut être l'achat le plus coûteux qui soit. La jeune fille eut l'air perplexe. Vous voulez dire qu'elle l'a fait pour ça? Dans son esprit, oui. Pour mettre de l'ordre dans son monde, pour être maître de son avenir. Une femme qui passe sa vie à rechercher la perfection ne peut supporter la moindre irrégularité. Barle murmura, mais cela lui a coûté tout ce qu'elle avait. Oui, dit mademoiselle Marple en glissant l'enveloppe dans son réticule, parce qu'elle a confondu propriété et ordre, et qu'elle a oublié que la vérité ne reste jamais enfouie. Ils restèrent un moment silencieux, tandis que les cloches du soir sonnaient doucement. Quelque part, au bout de la ruelle, un chien aboya 2 fois, puis se tut à nouveau. Plus tard, chez elle, mademoiselle Marple posa la coupure de presse sur son bureau, à côté de son carnet. La lumière de la lampe faisait briller les légères marques de crayon qu'elle avait faites plus tôt. Poison, teinture. Méthode, chat à croûte brossée, piqûre supplémentaire. Motive, chambre propriété, fierté, peur. Témoin, Barle Tanzi. Elle ajouta une dernière ligne en dessous. Justice, auto, vérité dite sans amertume. Elle resta longtemps assise, immobile, à écouter le petit tic-tac de l'horloge. Par la fenêtre ouverte flottait l'odeur de la terre humide et du chèvrefeuille, les odeurs sincères de la vie qui continue. Et pourtant, sous ces odeurs, faibles mais persistantes, elle imaginait pouvoir encore détecter cette odeur âcre de cire, s'accrochant obstinément à sa mémoire. D'un petit geste décidé, elle ferma le cahier et éteignit la lampe. Le lendemain matin, on frappa doucement à sa porte. C'était à nouveau Barle Tanzi, chapeau à la main. « Ils disent que je serai convoqué au tribunal la semaine prochaine, madame. Je voulais vous remercier de m'avoir poussé à dire la vérité. » Mademoiselle Marple sourit. « Il faut toujours dire la vérité, ma chère. Cela évite d'avoir à se souvenir des mensonges. » La jeune fille hésita. « Pensez-vous qu'elle le détestait ?»« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Elle lui en voulait. Il y a une différence. La haine brûle rapidement et ne laisse que des cendres. La rancœur se nourrit chaque jour et laisse du poison. » Barle acquiesça lentement, la compréhension se lisant sur son jeune visage. « Alors je m'en souviendrai, chaque fois que je serai tentée de trop polir. »« Fais-le, » dit doucement mademoiselle Marple. « Et laisse un peu de poussière, par pitié. » La jeune fille rit à travers ses larmes et s'en alla. Mademoiselle Marple la regarda jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue vers High Street. Derrière elle, l'enseigne de la boulangerie se balançait mollement dans la brise, ses lettres, autrefois brillantes, ternies par la pluie. Ce soir-là, le coucher de soleil teintait de rouge les toits du village, scintillant sur les vitres et les flaques d'eau. Depuis la fenêtre de son salon, mademoiselle Marple le regarda s'estomper, puis murmura, mis à elle-même, mis à l'air frais. « Barle Tanzi a parlé. Et lorsque les jeunes apprennent la vérité avant l'amertume, St. Mary Mead peut encore être en sécurité. Pour un temps. » L'horloge sonna l'heure, douce et inévitable. Elle croisa les mains, et la maison s'installa dans le silence satisfait qui suit la compréhension. Les assises s'ouvrirent 3 semaines plus tard, sous un soleil rare pour un mois de septembre. Les roses fleurissaient encore au presbytère. Les abeilles bourdonnaient paresseusement dans les ifs du cimetière. À tous les yeux, sauf ceux de mademoiselle Marple, St. Mary Mead avait retrouvé son calme. Pourtant, songea-t-elle,
Ce calme n'était qu'une habitude qui reprenait ses droits après la brève parenthèse du scandale. Le Daily Clarion rapportait l'affaire en quelques phrases vives et satisfaites. La femme du boulanger, jugée pour le meurtre d'un conseiller municipal, du poison répandu sur des gâteaux éclairs, sensation dans le village. Le titre, pensa-t-elle, avait une certaine symétrie. La vie aimait les ironies bien ficelées. Elle assista au procès non par curiosité morbide, mais par conscience. Elle avait vu trop d'âmes honnêtes condamnées par des preuves irréfutables pour croire que la justice pouvait fonctionner sans témoins humains. La salle d'audience sentait légèrement le vernis à bois, autre petite ironie. Et la lumière filtrait à travers les hautes fenêtres comme un jugement. Maude Paretta semblait plus petite à présent, son élégance comprimée dans un tailleur gris pâle. Elle était assise très droite, les mains gantées jointes, l'expression calme. Edwin Paretta, tiré et perplexe, était assis derrière elle. Barl Tansey était près de l'allée, le visage pâle mais calme. Mademoiselle Marple prit place à côté du docteur Haydock, qui lui murmura « Ils vont la pendre, vous savez. Les preuves sont irréfutables. »« Aucune preuve n'est irréfutable, » dit mademoiselle Marple. « Elle est simplement convaincante. » L'accusation construisit son récit comme une recette récitée à haute voix. Achat le jeudi, coup de pinceau le vendredi, mort le samedi, découverte à midi. L'inspecteur Slack fit son témoignage avec une fierté alerte. Le registre du pharmacien, la bouteille, le bouchon et le tablier constituaient la litanie de la culpabilité. La description calme du docteur Haydock sur les effets du poison fit taire même les stylos des journalistes. Puis vint Barl Tansey. Sa voix, bien que douce, portait loin. Elle parla de ce matin-là. L'irritation du conseiller, le brossage de madame Paretta, la bouteille brune près de la fenêtre. Lorsqu'elle hésita, mademoiselle Marple croisa son regard et lui fit un petit signe de tête. La jeune fille se ressaisit. Elle a dit qu'elle voulait que les gâteaux brillent, a-t-elle conclu. Et ils brillaient. Un murmure a parcouru la salle d'audience, le son inquiétant de la vérité acceptée. Lorsque la défense s'est levée, elle a tenté de transformer la propreté en vertu. Une commerçante respectable, un pilier de la propreté, une telle personne peut-elle commettre un meurtre ? A plaidé l'avocat. Elle souhaitait seulement embellir ses produits. Mademoiselle Marple écouta, impassible. Elle avait entendu cet argument toute sa vie. Les gens confondaient la beauté et la bonté, deux choses qui n'avaient que rarement un rapport entre elles. Enfin, madame Paretta fut appelée à la barre. Elle se tint debout, le menton levé. « Je suis innocente, » dit-elle clairement. « J'ai nettoyé mes moules, j'ai brossé mes gâteaux, j'ai servi mes clients. Je n'ai rien fait de plus. » L'avocat acquiesça d'un signe de tête encourageant. « Et le conseiller Vane ?» Elle serra les lèvres. Il était indiscret. Il fouinait dans des comptes qui ne le regardaient pas. Mais je ne lui voulais aucun mal. Le procureur se pencha en avant. Aucun mal. Pourtant, vous avez acheté du poison. Vous l'avez gardé secret. Vous l'avez badigeonné sur les gâteaux qu'il aimait particulièrement. Pourquoi ? Elle le regarda droit dans les yeux. Parce que les pâtisseries fades m'offensent. Un rire parcourut les spectateurs, rapidement étouffé par le marteau du juge. Mademoiselle Marple ressentit une lente tristesse, de la fierté jusqu'à la fin. Cette femme ne pouvait pas plus admettre l'imperfection qu'elle ne pouvait laisser un comptoir non poli. Après, pendant une pause, le docteur Haydock murmura « Vous aviez raison. De la fierté, pas de la haine. » L'orgueil, dit mademoiselle Marple, est le seul péché qui se polit tout seul. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le jardin du palais de justice. Des soucis brillants comme de minuscules flammes sur le gravier. La vie, songea-t-elle, continuait obstinément, indifférente aux tragédies humaines. Le bourdonnement des abeilles revenait même ici.
faible mais persistant. Lorsque l'audience reprit, l'accusation présenta sa dernière pièce à conviction, une photographie du banc de la cuisine, avec le léger anneau brun qui ressortait nettement en noir et blanc. L'inspecteur le décrivit lentement, en choisissant ces mots. L'anneau de la bouteille, la trace d'essuyage, la tache séchée. Tous les jurés se penchèrent en avant. Mademoiselle Marple sentit la tension changer. Le jury avait atteint ce stade dangereux où la preuve devient émotion. La justice, comme la pâtisserie, dépendait d'une mesure exacte. Trop de chaleur et cela brûlait. Le résumé fut bref. La voix du juge était froide, lasse de l'inévitable. « Les preuves sont claires, dit-il. Vous devez décider si l'acte était délibéré, conscient et fatal. » Délibéré, conscient, fatal. Les 3 mots tombèrent comme les coups d'une horloge. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à Madame Paretta, qui était assise, immobile. Seuls ses yeux bougeaient, suivant un motif invisible sur le sol, comme si elle continuait à arranger la vitrine de sa boutique, à tout aligner parfaitement. Le verdict fut rendu peu après 4 heures. Coupable. Un soupir, mi-soulagement, mi-pitié, parcourut la salle. Edwin Paretta enfouit son visage dans ses mains. Barle Tanzi pleura silencieusement. Madame Paretta se contenta d'ajuster ses gants et dit « J'espère qu'ils garderont la boulangerie propre. » La sentence du juge fut heureusement brève. Prison à vie. Elle s'inclina une fois et fut emmenée. Ses pas sur les dalles étaient légers, d'une légèreté troublante, pensa mademoiselle Marple, pour une femme portant le poids d'une âme. Dehors, la lumière du soleil s'était adoucie. La place du palais de justice sentait la poussière et le lilas. Les journalistes prenaient des notes. Les villageois chuchotaient. Mademoiselle Marple attendit que le fourgon transportant Madame Paretta disparaisse de sa vue. Puis elle se tourna vers Barle Tanzi, qui se tenait tremblante à côté d'elle. « C'est fini, ma chère, » dit-elle doucement. « Et vous vous êtes comportée courageusement. » Barle secoua la tête. « Je n'ai pas l'impression que c'est fini. Je vois encore son visage quand ils ont prononcé le mot coupable. Elle avait l'air soulagée. »« Le soulagement suit souvent la confession, » dit mademoiselle Marple, « même lorsque la confession est forcée. Une conscience irréprochable est une chose terrible à garder immaculée. » Elles marchèrent ensemble vers la place où un stand de confiserie fermait pour la journée. L'homme couvrait un plateau de petits gâteaux avec une cloche en verre. Leurs sommets brillaient comme des miroirs. Mademoiselle Marple s'arrêta. « Ah, des gâteaux miroirs, c'est à la mode en ce moment. » Barle suivit son regard. « Ils sont jolis, n'est-ce pas ?»« Trop jolis, » murmura mademoiselle Marple. « Ils me rappellent toujours le reflet de la vanité. Lisse à l'extérieur, creux à l'intérieur. » La jeune fille semblait mal à l'aise. « Vous n'en mangerez donc jamais ?»« Je le ferai un jour, » répondit mademoiselle Marple. « Mais seulement pour me rappeler que la beauté, lorsqu'elle est bien cuite, n'a pas besoin de tromper. » Ce soir-là, la rue principale s'emplit à nouveau de bruits domestiques discrets. Sifflets de bouilloire, claquements de porte, murmures de radio. Mademoiselle Marple était assise près de sa fenêtre, le procès-verbal du procès plié à côté de son carnet. Dans la lumière déclinante, elle relut le dernier paragraphe de ses notes. Le meurtre peut être mélangé comme une pâte, farine de peur, eau d'orgueil, épices d'ambition. Le four et l'occasion. Résultat, une ruine magnifiquement glacée. Elle sourit tristement. C'était un résumé bien ficelé, mais ce n'était pas la fin. Elle savait que les fins appartenaient aux contes de fées, pas au village. De l'autre côté de la rue, elle vit Barle Tanzi entrer dans la boulangerie. Edwin Paretta avait rouvert sous une nouvelle enseigne. Paretta & Tanzi, pâtissier. À travers la vitrine, elle aperçut la lueur de la peinture fraîche,
sentit l'odeur des pains tout juste sortis du four et entendit des rires, hésitants mais réels. La rédemption, pensa-t-elle, commence souvent par le travail. Plus tard, un petit colis arriva à sa porte, un gâteau Eccles, encore chaud, dont la croûte était simplement badigeonnée d'œufs battus, sans rien d'autre. Une note écrite d'une écriture soignée disait « Pour vous, mademoiselle Marple, la preuve que la bonté peut aussi se cuisiner. » Elle sourit, posa le colis sur une assiette et alla chercher son thé. L'odeur était pure, raisin de Corinthe, beurre, sucre et soleil. Aucune amertume. Elle prit une bouchée, pensive. « Oui, murmura-t-elle. Le goût de l'innocence est toujours légèrement fragile, comme si la bonté elle-même craignait de se briser. » L'horloge sonna 9 heures. Le soir s'installa, et Sainte Mary Mead, une fois de plus polie par la vérité, brillait tranquillement à la lumière des lampadaires. L'automne avait complètement envahi Sainte Mary Mead, lorsque le procès ne fit plus l'objet que de murmures. Les châtaigniers le long de l'allée du presbytère avaient laissé tomber leurs feuilles, comme de petits éventails, et les vitrines de la boulangerie brillaient à nouveau de chaleur et de sucre honnête. Un signe de vie, pensa mademoiselle Marple, que le pain continuait à lever même après que la méchanceté eut sombré. Un matin, elle était assise près de la fenêtre de son salon, taillant les dernières fleurs de ses géraniums. La journée était fraîche, le ciel doux, baigné de cette lumière blanche et fine, propre au mois d'octobre. Par la fenêtre ouverte flottait l'odeur réconfortante de la levure de la boulangerie Paretta & Tenzi, la même fragrance qui avait déclenché toute cette affaire, mais désormais pure, intacte, pardonnée. Un léger coup à la porte l'incita à aller ouvrir. Edwin Paretta se tenait là, chapeau à la main, le visage large et ridé, mais paisible. « Bonjour, mademoiselle Marple. J'espérais pouvoir vous parler un instant. »« Bien sûr, monsieur Paretta. Entrez. J'allais justement me servir une tasse de thé. » Il la suivit dans le salon, jetant un coup d'œil à l'ordre familier de la pièce. La porcelaine étincelante, un petit feu qui brûlait joyeusement, un sentiment de décence qui n'avait pas besoin d'être poli. « Cela m'a pris du temps, » dit-il doucement. « Mais je voulais vous remercier. Pas pour l'avoir déclaré coupable, remarquez, pour m'avoir permis de comprendre. » Mademoiselle Marple versa le thé avec précaution. Comprendre est rarement agréable, mais c'est toujours enrichissant. Il acquiesça en prenant sa tasse. « Je garde la boutique ouverte. Je ne pouvais pas la laisser mourir avec elle. La jeune Barle est une bonne employée. Elle simplifie les choses. Dieu la bénisse. Nous n'avons plus de brillants sur la croûte, mais les clients ne semblent pas s'en soucier. »« C'est rarement le cas, » dit mademoiselle Marple. « Ils préfèrent la vérité qu'ils peuvent goûter. » Il esquissa un petit sourire incertain. « Je pense parfois que Maud aurait détesté ça, les comptoirs tachés, la farine sur le sol. Elle aurait détesté l'imperfection, dit doucement mademoiselle Marple, mais elle aurait peut-être aimé l'honnêteté qui se cache derrière. » Ils restèrent assis un moment dans un silence complice. L'horloge faisait tic-tac, la bouilloire sifflait. Finalement, Edwin se leva, en tirant sur le bord de son chapeau. « Vous avez le don de voir les gens tels qu'ils sont, mademoiselle Marple. J'espère ne plus jamais mériter d'être examinée d'aussi près. » Elle sourit. « Alors, mon cher monsieur Paretta, vous devez continuer à faire du pain avec compassion. » Une fois qu'il fut parti, elle resta un moment à la fenêtre, le regardant s'éloigner dans l'allée, sa silhouette lente et solide se fondant dans la lumière du soleil. La vie, pensa-t-elle, avait son propre rythme de mélange et de refroidissement. Il suffisait de faire confiance à la recette. Cet après-midi-là, elle se rendit elle-même à la boulangerie. La clochette tinta comme d'habitude, mais l'atmosphère était plus légère, ponctuée de rires. Barle Tenzi se tenait derrière le comptoir, vêtu d'un tablier impeccable, les cheveux attachés en arrière, de la farine sur la joue.
Bonjour, mademoiselle Marple. Vous arrivez juste à temps. La première fournée de nos petits pains Marple vient de sortir du four. Des petits pains Marple répéta-t-elle amusée. Barle rougit. Monsieur Paretta a dit que cela semblait tout à fait approprié. Quelque chose de simple, de sobre et d'inoffensif. Mademoiselle Marple gloussa. Une immortalité modeste, ma chère, et bien plus confortable que les statues. La jeune fille lui emballait un petit paquet, la chaleur des petits pains transparaissant à travers le papier. Ce faisant, mademoiselle Marple remarqua que le vieux comptoir avait été frotté trop souvent, sa surface pâle là où le vernis brillait autrefois. Un peu rugueux, s'excusa Barle, croisant son regard. « Laissez-le comme ça, dit Miss Marple. Le bois rugueux dit mieux la vérité que le vernis ne le fera jamais. » Elle partit avec son paquet et un agréable sentiment de symétrie. La porte de la boulangerie se referma derrière elle. La cloche sonna une note qui, à ses oreilles, ressemblait beaucoup à une conclusion. Ce soir-là, le vicaire et Madame Bantry se joignirent à elle pour le dîner. La conversation dériva, comme toujours, vers les affaires de la paroisse, les lacunes de la chorale et la tendance chronique du vicaire à égarer ses notes de sermon. Mais inévitablement, alors que les bougies se consumaient, Madame Bantry se pencha en avant avec son regard complice. « Jane, n'êtes-vous jamais fatiguée d'avoir toujours raison ?»« Ma chère, dit mademoiselle Marple, on n'a jamais raison. On remarque simplement ce que les autres cachent. » Le vicaire rit en remplissant son verre. « Vous faites passer la moralité pour une question d'entretien ménager. »« C'est souvent le cas, » répondit-elle. « Le péché laisse des traces. La vertu garde la poussière dans les coins afin de se souvenir de l'humilité. » Ils burent à cela, légèrement, avec affection. Dehors, le vent agitait les lilas contre la vitre, murmurant comme des ragots trop doux pour faire mal. Plus tard, lorsque ses invités furent partis, mademoiselle Marple s'installa dans son fauteuil, près du feu. Les flammes projetaient une lueur chaleureuse sur son carnet, ouvert à la dernière page. Elle relut sa dernière note. La conscience polie, dangereuse lorsqu'elle ne reflète rien d'autre qu'elle-même. En dessous, elle ajouta d'une écriture soignée. La justice servie avec du sucre reste la justice. Elle fit une pause, souriant à l'ironie domestique de la situation. Puis, délibérément, elle prit son chiffon et essuya une légère trace sur la table à côté de sa tasse de thé. Elle hésita un instant. Devait-elle polir? Elle rangea le chiffon. Mieux vaut laisser la marque visible, murmura-t-elle. Un petit rappel. Le feu crépita doucement, en signe d'approbation. Dehors, la lune se levait au-dessus des cottages, argentant les toits et l'enseigne de la boulangerie. Dans le calme frais, on entendait le son très faible d'un rire, la voix de Barle peut-être, qui disait bonne nuit à un client. Miss Marple l'entendait comme on entend une mélodie dont on se souvient depuis longtemps. Douce, faible, mais complète. Elle ferma son carnet, le posa soigneusement sur la cheminée et laissa son regard se poser sur le feu jusqu'à ce que sa lumière s'adoucisse pour ne plus être que des braises. Il y aurait d'autres crimes, elle le savait, d'autres vies bien rangées à démêler. Mais pour l'instant, St. Mary Mead dormait profondément, et elle aussi pouvait dormir. Le monde avait été remis en ordre, non pas poli jusqu'à l'aveuglement, mais simplement nettoyé suffisamment pour y voir clair. L'horloge sur la cheminée sonna 11 heures. Mademoiselle Marple se leva, tira les rideaux et murmura sa bénédiction nocturne à personne en particulier. Gardons nos cœurs honnêtes et nos gâteaux sans artifice. Puis elle éteignit la lampe et la pièce s'installa dans le calme, ce calme profond et satisfait qui suit la vérité bien cuite.